Bonsoir à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de frissonner. Visiblement. Alors tu es bien tombé, car je t'ai préparé une petite compilation reprenant 8 histoires glauques et flippantes que j'ai déjà pu vous raconter sur cette chaîne. Cette vidéo permet de refaire kiffer tous mes fidèles abonnés qui ont déjà pu voir cette vidéo, mais surtout de faire flipper tous les autres qui sont passés à côté. Alors sans plus attendre, je vais vous laisser avec cette vidéo qui reprend Whisred d'horreur. Je vais vous raconter l'histoire de Célia et de comment elle a failli être séquestrée, ou bien même pire, chez un homme qu'elle a rencontré sur une appli de rencontre. Pour commencer, Célia n'a jamais été une très grande adepte des applications de rencontre, car elle a quand même du mal à faire confiance aux gens en général. Alors imaginez-vous sur internet, c'est encore pire. Sauf qu'en voyant autant de gens heureux grâce aux applis de rencontre, et surtout merci au Covid qu'on ne puisse plus faire de rencontres en real life, elle s'est dit pourquoi ça ne pourrait pas marcher pour elle. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Célia a donc enchaîné les applications de rencontre en perdant très vite patience. Quand vient le jour où elle a téléchargé Adopte un mec. Elle se crée un compte, elle met un maximum d'informations, elle met sa biographie, ses préférences, etc., etc. Il y a beaucoup de garçons qui lui envoient des messages, mais ce qui est bien avec cette application, c'est que ce sont les femmes qui disent oui ou non si elle veut parler avec tel ou tel garçon. Un jour, elle a reçu un message d'un garçon très sympathique et très gentil avec elle, et Célia a directement été très à l'aise avec lui. Ce garçon, on va le nommer Léo. Il était plutôt très ouvert d'esprit, même s'il disait à Célia qu'il était très triste car il avait vécu beaucoup de relations toxiques. Il parlait aussi de sa famille, de ses problèmes, de sa maladie, de ses passe-temps. Bref, Léo lui racontait sa vie sans trop se cacher. Célia étant plutôt altruiste et sensible, l'écoute attentivement et discute comme ça pendant de nombreuses semaines. Ce qui plaisait beaucoup à Célia car elle n'aimait pas trop faire des rencontres en ligne et se voir directement. Mais au bout d'un moment, Léo lui propose quand même de se rencontrer. Vu que Léo et Célia n'habitent pas la même ville, Léo propose de venir dans la ville de Célia pour pourquoi pas se poser dans un parc. L'idée mettait plutôt mal à l'aise Célia. Mais d'un autre côté, elle ne voulait en aucun cas lui mettre un râteau. Du coup, Célia lui a plutôt dit qu'elle n'était pas encore prête et qu'il fallait encore un peu plus de temps. Le truc qui a bloqué Célia à ce niveau-là, c'est que Léo lui a demandé s'il pouvait dormir la nuit dans son appartement. Car il n'avait pas l'argent pour payer le billet de train, car c'était assez cher, et en aucun cas les moyens pour payer une nuit à l'hôtel. Du coup, Célia ne le sentait vraiment pas. Après que Célia lui a dit qu'elle n'était pas encore prête, Léo s'est montré beaucoup plus insistant. Célia, étant de nature plutôt têtue, ne s'est pas laissé faire. Léo a très vite compris que Célia n'allait pas changer d'avis. Du coup, Léo lui a proposé un autre type d'activité. S'envoyer des photos. Attention, quand Célia nous dit s'envoyer des photos, elle parle bien de photos en sous-vêtements ou des nudes. Encore une fois, Célia n'a pas cédé et elle a répondu Non. Léo était très déçu, mais il a continué à insister et ne lâchait pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire, hein, le petit Léo. Il y va. Hein. Léo lui a dit qu'il travaillait dans l'informatique et que du coup, toutes les photos que Célia lui enverrait ne seraient pas sauvegardées. Et que du coup, elle pouvait avoir 100% confiance en lui. Mais c'est un peu bidon comme argument. Non? Moi, je sais pas. Hein. Mesdames, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. C'est très important. Célia nous dit qu'elle est vraiment très mal à l'aise avec ce genre de photos et qu'elle n'a vraiment pas envie de faire ça. Surtout avec un inconnu. Quelque temps après, Célia et Léo ont continué à discuter. Léo se montrait toujours un peu insistant, mais beaucoup moins qu'avant. Il est redevenu le garçon avec qui elle discutait au début. En voyant le principe de salon de discussion de Adopte un mec, Célia lui a proposé d'aller discuter sur Instagram, où Célia avait créé un compte privé uniquement pour parler avec Léo. À partir de ce moment-là, Léo a recommencé à devenir beaucoup plus insistant. Il lui disait qu'il allait pas bien, qu'il allait faire une bêtise, que Célia était le soleil de sa vie. Bref, des phrases de lover complètement bidons à mon goût. D'ailleurs, Célia savait pertinemment bien que tout était faux. Mais une partie d'elle se disait quand même que ça pouvait être vrai. Mais elle ne voulait pas prendre le risque. Donc Célia a continué à parler avec lui, même si Léo devenait de plus en plus insistant à propos des photos et de la rencontre. Là tu vas me dire, mais Didi, c'est pas un thread d'horreur que tu nous racontes, c'est une histoire. Non, attends, ça va arriver.
Regarde, attends, ça vient. Au moment où Celia allait céder sur cette fameuse rencontre, elle reçoit un message privé sur Instagram sur le compte qu'elle a spécialement créé pour Léo. C'était une fille qu'on va appeler Sarah. Le message de Sarah était très clair. Elle disait à Celia qu'il fallait faire très attention à Léo car c'était un malade mental. Et en plus de ça, qu'il séquestrait une femme chez lui. Ah ouais, rien que ça. Tu te fous de ma gueule? Ouais, de ouf. Au début, Celia pensait que Sarah était une des ex toxiques dont Léo lui avait parlé. Alors Celia a demandé à Sarah de développer ses propos. La suite de la discussion avec Sarah a complètement choqué Celia. Sarah avait déjà rencontré Léo auparavant et elle l'avait invité chez elle. Seulement, elle n'était pas seule. Elle avait 2 copines avec elle. Le séjour était plutôt sympa, même si Léo était extrêmement bizarre. Sarah nous dit qu'elle a directement coupé les ponts avec Léo par la suite. Mais attends, ce n'est pas tout. Sauf qu'une autre fille qui s'appelle Zoé est venue chercher des informations à propos de Léo chez Sarah. Zoé a fini par aller chez Léo. Le petit charlatan de Léo avait fait croire à Zoé qu'il avait quitté toutes les applications de rencontres et qu'il était prêt à rentrer dans une relation sérieuse avec elle. Le séjour de Zoé chez Léo s'est extrêmement bien passé jusqu'au moment où Zoé a pris ses bagages pour rentrer chez elle. Là, Léo ne l'a pas laissé partir, sans aucune explication valable. Zoé est restée enfermée chez lui pendant plusieurs semaines. Et toujours pendant ce laps de temps, Celia a commencé à discuter avec Léo et ils avaient commencé leur relation. Autrement dit, pendant que Celia pensait discuter avec un mec bien, ce gars-là séquestrait une femme chez lui sans aucun remords. Il faut vraiment se méfier de Léo car il ne laissait vraiment rien transparaître dans ses messages et il arrivait extrêmement bien à manipuler Celia. Suite à cette découverte, Celia n'a plus jamais écrit à Léo. Elle a supprimé son compte Adopte un mec en faisant une demande de plainte sur le site et en revanche, elle a continué à parler à Zoé et à Sarah. Elles vont toutes les deux super bien, sauf que Zoé reste quand même vachement traumatisée après cette expérience. Et vous allez me dire, et Celia dans tout ça? Bah Celia, elle pensait qu'elle avait enfin trouvé un mec bien et qu'elle allait l'accepter même s'il avait certains défauts. Alors quand elle s'est dit qu'elle était prête à accepter la rencontre et qu'il allait passer la nuit dans sa maison, elle n'imagine même pas ce qui aurait pu vraiment se passer cette nuit-là. Quoi qu'il en soit, un choix est sûr, voire même certain, Celia ne s'inscrira plus jamais sur les applications de rencontre. L'année dernière, avant que Lisa emménage avec son conjoint, elle vivait seule. Pour quelques petites informations, son partenaire a un horaire de travail qui varie énormément. C'est-à-dire que parfois il finissait à 17h, parfois à 18h, parfois à 19h, parfois à 20h, parfois à 21h. Et parfois, et quand il termine son taf, généralement il appelle Lisa pour lui avertir s'il vient ou pas. Mais parfois son copain a tendance à oublier de prévenir Lisa. Et c'est chiant. Il était plus ou moins 20h. Lisa était à l'étage, dans sa chambre, et elle travaillait sur un projet de broderie. Elle avait ses AirPods et elle écoutait du gros peur sa mère. Du coup, elle n'était pas trop au courant de ce qui se passait autour d'elle. Mais attention, elle se souvient avoir senti son lit vibrer. Vous allez me demander pourquoi son lit vibrerait, n'est-ce pas? C'est tout simplement car sa chambre se trouve au-dessus de la porte d'entrée. Et vu qu'elle est très vieille et très lourde, une fois qu'elle se refermait, elle faisait trembler la chambre de Lisa qui se trouve juste au-dessus. Et du coup, ça faisait vibrer son lit. Cela indiquait généralement que son partenaire était rentré. Est-ce que tu sens la couille arriver? Parce que moi oui. Lisa nous dit qu'elle n'est pas directement descendue lui dire bonjour, car elle voulait absolument terminer la broderie qu'elle avait commencée. Après environ 5 minutes, Lisa a retiré ses AirPods, je me suis fait mal, pour sortir de sa chambre et se rendre sur le palier de l'escalier. Elle était sur le point de l'appeler, de crier son nom, quand elle a réalisé qu'il n'avait pas laissé sa veste, ni ses chaussures, devant la porte d'entrée, alors qu'il savait pertinemment bien que Lisa déteste les chaussures dans sa maison. Alors à ce moment-là, Lisa a supposé qu'elle avait imaginé sentir son lit vibrer. Yes.
car le fait que son copain aurait oublié cette règle, la règle de retirer ses chaussures, paraît tout simplement impensable. Alors Lisa est retournée dans sa chambre, elle était sur le point de remettre ses AirPods quand elle a très distinctement entendu un gros bruit venant directement d'en bas. On aurait dit quelque chose de très lourd. Elle a paniqué et elle a crié le nom de son petit ami depuis la porte de sa chambre. Bien évidemment, elle n'a reçu aucune réponse. Mais au contraire, elle a commencé à entendre des pas très lourds se diriger directement vers la porte d'entrée. Et là, Lisa a eu une très mauvaise intuition. Elle a senti que quelque chose n'allait pas dans sa maison. Elle est retournée dans sa chambre, elle a pris son téléphone qui se trouvait sur son lit et elle a foncé dans la salle de bain. Pourquoi la salle de bain? Tout simplement parce que c'est la seule pièce de la maison avec une serrure. Elle a appelé la police sans aucune hésitation. Alors que pendant ce temps, elle pouvait entendre des pas très lourds monter les escaliers. Elle nous dit qu'elle n'avait jamais eu peur des craquements venant de l'escalier. Mais cette fois-ci, c'était bien différent. Comme Lisa était au téléphone avec la police, la seule chose qu'elle pouvait dire à la dame au téléphone, c'était son adresse. Encore et encore, elle répétait en boucle son adresse. Lisa nous dit qu'elle était plus concentrée à trouver la façon dont elle allait sortir de là. Elle s'est dit qu'elle n'allait pas attendre de voir ce qui allait se passer. Ou bien même de voir qui est cette personne. Alors, elle a ouvert la fenêtre de la salle de bain et elle a sauté. Et Lisa est décédée sur le coup de la chute. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur et elle a atterri sur le toit inférieur de sa maison. Elle nous dit que son adrénaline était tellement élevée à ce moment-là qu'elle a dû mettre son téléphone sans le savoir dans son soutien-gorge car elle n'avait pas de poche. Et elle avait besoin de ses deux mains. Et elle se souvient juste d'avoir entendu la dame au téléphone à répéter encore et encore si elle va bien et qu'est-ce qui est en train de se passer. Elle nous dit qu'elle n'a même pas eu le temps de dire à la dame ce qu'elle était en train de faire. Elle nous dit que c'était comme si son corps était passé en mode pilote automatique. Les fameux effets de l'adrénaline. Une fois sur le toit inférieur, Lisa a encore sauté une fois pour atterrir sur le trottoir. Elle est tombée et s'est ouvert les deux genoux. Mais sous l'effet de l'adrénaline, elle s'est relevée et a continué sa route vers la survie. La police était toujours au téléphone, dans son soutien-gorge, jusqu'au moment où elle a repris son téléphone en main. Et là, Lisa dit à la dame au téléphone qu'il y avait quelqu'un chez elle, et qu'elle venait de sauter par la fenêtre dans le but de s'enfuir. Elle a couru pendant ce qui lui semblait être une éternité, jusqu'au moment où la dame au téléphone lui dit de trouver un magasin où se cacher, en attendant l'arrivée de la police. Mais c'est là que Lisa s'est souvenue d'une chose. Une chose que tu as sans doute toi aussi oubliée. Sinon, ça serait trop facile, n'est-ce pas? Ben ouais mon ami. Si tu ne sais pas quelle est cette chose, c'est que tu n'as pas été attentif au moindre détail. Lisa s'est souvenue que son copain allait très probablement rentrer chez elle. Elle a dit à la dame qu'elle devait appeler son petit ami. Et donc elle s'est rendue dans le night shop le plus proche. Et même si la police voulait la garder au téléphone, elle a dit qu'elle devait s'assurer que son petit ami ne rentre pas chez elle, au risque de tomber sur l'autre personne. Elle a contacté son partenaire, qui lui venait tout juste de finir son boulot. Il était plus ou moins 21h. Il était en voiture et il se dirigeait directement vers la maison de Lisa. Elle lui a raconté ce qui s'est passé et son copain a changé de destination pour se rendre au night shop où Lisa se trouvait. Elle nous dit que quand elle a vu son copain arriver, elle a ressenti un soulagement énorme. Elle nous dit qu'elle n'a jamais ressenti ça de toute sa life. C'est bon pour toi? Pour moi, c'est ok. Elle nous dit qu'elle se souvient avoir pris une photo de ses deux genoux quand elle est rentrée dans la voiture de son copain. Son partenaire a appelé la police car Lisa commençait à tomber dans un état de choc en voyant l'état de ses genoux. Et il leur a fait savoir qu'il était avec elle. Il a quand même fallu un certain temps avant que la police arrive à la maison de Lisa. Lisa nous dit que sa porte d'entrée est restée grande ouverte. Sa table de salon était renversée. Mais sa maison n'a pas été fouillée.
Mais quelqu'un s'est quand même bel et bien introduit chez elle. À l'étage, la porte de la salle de bain était enfoncée. Enfoncée si fort que même le cadre de la porte était en retrait. Une fois que les policiers avaient fouillé l'endroit, ils ont retéléphoné à Lisa pour dire qu'elle pouvait revenir chez elle. Une équipe d'ambulance a été appelée et ont examiné Lisa. Ils ont examiné et pris soin de ses genoux et ils ont aussi fait une sorte d'évaluation pour voir si elle allait bien mentalement. Des rapports et des déclarations ont été faits et Lisa nous dit qu'elle est restée 2 semaines avec son copain après ce soir-là. Elle a dû embaucher quelqu'un pour réparer son cadre de porte et installer un système de sécurité. Car elle pense qu'elle ne pourra plus jamais rester sereine, seule et sans sécurité. Ils n'ont jamais su qui était cet homme. Mais les voisins avaient des caméras. Et tout ce qu'ils ont découvert à propos de cette personne, c'est que c'était un homme. Et qu'il est rentré dans la maison de Lisa comme si c'était la sienne. Dans le plus grand des calmes. Et sans aucune pression, le type. Elle nous dit que sa porte d'entrée était effectivement déverrouillée car elle s'attendait quand même à recevoir son copain. Elle vit dans un petit village très sûr où laisser sa porte déverrouillée est un phénomène assez courant. Cependant, elle ne l'a jamais laissé déverrouiller depuis ce soir-là. Aujourd'hui, encore actuellement, elle vit toujours dans la même maison. Toujours avec son partenaire, mais cette fois, il y a aussi 2 gros chiens. L'homme n'est jamais revenu. Cependant, ils ont installé des caméras tout autour de la maison, ainsi qu'une signalisation très visible de l'entreprise de sécurité. Lisa nous dit tout de même que c'est l'expérience la plus terrifiante qu'elle a pu vivre de toute sa vie. Elle nous dit aussi que c'est tellement difficile à décrire ou à raconter aux gens, le fait que c'est comme si elle ne contrôlait pas son propre corps quand cela se produisait. Lisa nous dit que son pilote automatique a duré toute la soirée, et que tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait sortir de sa maison. Le pilote automatique, comme l'appelle Lisa, est causé par l'adrénaline, qui peut te faire des choses complètement dingues, complètement inhabituelles, voire même inimaginables. Anae a 18 ans et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a seulement quelques semaines. Avec sa meilleure amie, Anae a l'habitude de sortir la nuit. Des fois, elle reste juste dans la rue pour traîner avec des amis. D'autres fois, elle est invitée à des soirées d'appartement. Enfin, bref, Anae et sa meilleure amie ont l'habitude de sortir le soir. Donc, hier soir, elle est restée à traîner dans un appartement jusqu'à 1h30 du matin. Vers 2h du matin, elles ont décidé de partir pour pouvoir prendre le dernier tram pour pouvoir rentrer chez elles, dans le but de ne pas faire tout le chemin à pied, car c'était plutôt loin. Anae et sa meilleure amie arrivent donc à destination, qui est pas très loin de chez elles, mais elles n'ont pas envie de directement rentrer chez elles. Du coup, elles décident à 2 d'aller camper dans un parc, histoire de se poser un petit peu avant de rentrer chez elles. Du coup, elles décident d'aller dans un petit parc qu'elles connaissent très bien, où il y a un espèce de château d'eau, où on peut facilement se poser pour regarder les étoiles. Il faut savoir qu'à cette période, le parc était fermé, car il était en travaux. Et du coup, Anae et sa meilleure amie ont dû escalader une petite barrière pour rentrer dans le parc. Elles installent toutes les 2 leurs affaires et montent sur le bloc. Et là, Anae dit à sa meilleure amie qu'elle doit aller faire pipi. Jusque-là, rien d'énorme. Anae fait quelques pas sur le côté en direction d'un petit coin pour aller faire pipi. Mais elle fait très vite demi-tour pour aller prendre son téléphone, dans le but de prendre son flash pour quand même voir un minimum quelque chose et voir où elle va. Il faut savoir que cette action lui a clairement sauvé la vie. Donc Anae, elle prend son téléphone, elle active son flash et elle éclaire vers le coin où elle comptait aller faire pipi. Et là, elle sursaute, car elle venait de voir une silhouette. Et là, elle se dit non, c'est pas possible. C'est probablement juste une ombre, ou bien juste son imagination. Mais elle n'en était pas certaine. Du coup, elle reste là, à fixer le coin avec son flash. Et elle essaye d'analyser les contours. Puis un bruit vient tout droit de cette fameuse ombre. Psst. Puis là, Anae comprend pertinemment bien que ce n'était pas une ombre, mais bel et bien un homme. Un homme habillé tout en noir qui reste tout droit dans le coin, tel un poteau. Il est fixe et se tient tout droit juste devant elle, en le regardant droit dans les yeux à 2h30 du matin, dans un parc fermé où il avait tout l'espace pour se mettre autre part ailleurs. Bien évidemment, là-dessus, Anae,
Elle crie et elle dit à sa pote de prendre ses affaires et de courir le plus vite possible vers la sortie. Elle espérait prendre assez de distance pour avoir le temps d'escalader la petite barrière. Les deux amis ont réussi à passer la barrière avant que l'homme les rattrape, car celui-ci est resté au milieu du parc à les regarder s'enfuir. Il était là, debout, à côté du château d'eau, légèrement plié en avant, très courbé. Il avait une position extrêmement flippante. Alors que les deux amis qui étaient hors du parc ne l'ont pas fixé une seconde de plus et ils ont sprinté le plus vite possible vers leur maison. Mais ce n'est pas tout. Au bout d'un moment, les deux copines qui étaient de grosses fumeuses et pas de grandes sportives ont dû s'arrêter pour reprendre leur souffle. Et quand elles se sont retournées, l'homme était derrière elles. Il avance très lentement dans leur direction, de manière très saccadée, toujours très courbée, avec une démarche extrêmement effrayante. Alors les deux filles se sont immédiatement remis à courir. Anaï nous dit qu'elle n'est plus jamais retournée dans ce parc la nuit, car dès qu'elle s'approche de ce parc, elle revoit cet homme debout à seulement 2 mètres d'elle, en train de la fixer dans le noir à 2h30 du matin. Qu'est-ce qui lui serait arrivé si elle n'avait pas pris son flash? Si elle n'avait pas vérifié s'il y avait quelque chose dans ce coin? Encore aujourd'hui, elle nous dit qu'elle ne connaît pas du tout les intentions de cet homme, mais qu'elles étaient très probablement très mauvaises. L'histoire de Sarah s'est passée lorsqu'elle avait 15 ans. Aujourd'hui, elle en a 24. Si elle nous raconte son histoire 9 ans après les faits, c'est que cette histoire l'a très probablement traumatisée. Sarah traînait avec un groupe d'amis qui était plus vieux qu'elle. Ils avaient entre 17 et 18 ans. Alors que elle, je le rappelle, n'avait que 15 ans. L'histoire se déroule pendant les vacances de Toussaint. Avec son groupe d'amis, elle s'est rendue chez le grand frère d'un de ses amis qui habite en Belgique. Au total, ils étaient 4. Le plus âgé d'entre eux avait 18 ans, 2 d'entre eux avaient 17 ans, et puis il y a Sarah qui avait 15 ans. Ils avaient prévu de partir avec la voiture du plus âgé de la bande, qu'on va ici dans cette histoire appeler Grégor. Donc le voyage consistait à partir le 28 octobre vers la Belgique, puis d'aller dans une petite maison pas très loin de la ville où vivaient les parents de Grégor. Mais petit bémol, il fallait à tout prix revenir le 5 novembre car c'était la rentrée et évidemment il ne fallait pas manquer l'école. Ils sont donc partis le 28 octobre et leur séjour s'est super bien passé. Absolument rien d'anormal. Ils ont fait la fête, ils ont été dans les bars de Bruxelles, etc., etc. Tout se passe nickel. Tout se passe super bien. Il fait super chaud en Belgique, ils font des super chaudes activités, ils mangent et boivent à volonté, bref, le genre de petites vacances idéales. Mais comme vous le savez très bien, toutes les bonnes choses ont une fin. Et le jour du départ est arrivé. C'est donc le 3 novembre et le groupe d'amis se prépare pour rentrer chez eux. Il faut juste savoir qu'une grande partie du voyage vers leur maison s'est super bien passé. Bref, à un moment, ils sont passés par une petite route où ils étaient la seule voiture. Sarah s'en rappelle le moindre souvenir, car elle se souvient avoir eu un très mauvais pressentiment, un très mauvais feeling à ce moment-là. Ça lui faisait extrêmement peur, et elle trouvait ça étrange qu'ils étaient la seule voiture sur la route. Et à un moment, au loin, au bout de la rue, ils s'aperçoivent qu'il y a une autostoppeuse. Elle était assez jeune, et elle portait une longue robe blanche. Et ce qui est étrange, c'est qu'elle n'avait pas de pancarte. Et là, le groupe de jeunes, évidemment, ils ont eu pitié et ils ont décidé de s'arrêter. Ce que personnellement, je n'aurais jamais fait de ma vie. Dans ce genre de circonstances, c'est chacun sa mère, mon pote. Ils l'ont laissée monter et elle s'est installée au siège arrière du côté portière. Et ils lui ont demandé où est-ce qu'elle allait. Et elle leur a répondu qu'elle allait leur dire de s'arrêter quand ils seront arrivés devant chez elle. Ils sont tous très fort intrigués et perturbés par la présence de cette jeune fille. Mais puisque Grégor connaissait très bien la route et ce n'était pas la première fois qu'il la prenait, il savait pertinemment bien que c'était une route toute droite et qu'il y avait énormément de lotissements et de maisons sur les côtés de la route. Ce qui est donc très probable qu'elle habitait par là. Donc si cette jeune fille qui était sur la route
habillé en robe de nuit blanche, c'est qu'il habitait pas très loin. Ou du moins, je l'espère. Mais elle n'a pas beaucoup parlé durant le voyage, et elle répondait très sèchement, par des oui ou par des non. Au bout d'un moment, ils se sont quasiment tous endormis, sauf bien évidemment Grégor, qui lui conduisait la voiture. Et la jeune fille, qui elle, fixait Grégor dans son rétroviseur. Soudain, elle a demandé à Grégor de s'arrêter, juste devant l'entrée d'un cimetière. Et quand la voiture s'est arrêtée, Sarah a ouvert les yeux, réveillée par l'arrêt de la voiture. Sarah nous dit que quand elle s'est réveillée, elle a immédiatement eu un contact visuel avec Grégor, qui lui était mort de peur, par le fait que la fille demande à Grégor de s'arrêter juste à l'entrée du cimetière, avec aucune maison aux alentours. Ils ne l'ont pas regardé que quelques secondes, que quand ils ont regardé à la place de la jeune fille, elle n'était plus là. Comme si elle avait disparu. Ni la porte, ni rien du tout a claqué. Elle n'est pas sortie. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle n'était pas là. Ou du moins, elle n'était plus là. Elle avait tout simplement disparu. Grégor a immédiatement appuyé sur l'accélérateur et ils sont très rapidement arrivés à destination. Grégor et Sarah étaient les deux seuls réveillés lors de la disparition de cette jeune fille. Et encore aujourd'hui, à ce jour, ils se demandent ce qu'il s'est passé. Mais il faut savoir que Sarah était la plus choquée des deux, car elle nous l'avait bien dit que lorsqu'elle avait croisé cette fille, elle avait eu un très mauvais pressentiment, et elle aurait dû l'écouter. Limite, c'est à croire qu'elle n'était pas réelle. Bien évidemment, ensuite Grégor et Sarah en ont discuté avec leurs amis, qui eux ont limite cru que c'était une blague. Il faut savoir qu'ils n'ont rien rapporté à la police, car cette jeune fille aurait bien tout simplement voulu faire une mauvaise blague d'Halloween, qui a visiblement quand même bien marché. Cependant, Grégor et Sarah sont persuadés que cette fille avait bel et bien disparu. Si Sarah avait été la seule à avoir vu cette fille disparaître, on aurait pu se dire qu'il s'agissait d'une hallucination ou bien qu'elle rêvait. Mais le problème dans tout ça, c'est que Grégor a exactement le même discours que Sarah. Et c'est là que ça devient inquiétant. Alors, cette histoire, elle est vraie ? Ou bien tu as un léger doute sur la véracité de l'histoire de Sarah? À toi de me le dire. J'attends ton avis dans l'espace des commentaires. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a 2 ans. Ce jour-là, Maya finissait l'école à 16h et elle était dans le bus. Quand soudain, elle a reçu un coup de fil de sa maman pour lui demander qu'elle s'arrête au Auchan pour l'aider à ramener les courses à la maison. Il faut juste savoir que l'arrêt de bus était à côté du magasin et qu'en plus c'était sur le chemin. Bref, jusque-là, rien d'anormal. Du coup, Maya descend à l'arrêt de bus, elle va aider sa maman à ramener les courses à cet arrêt de bus qui les amène justement juste devant chez elle. Le bus arrive, elle le prend, bref, tout se passe bien. Maya nous dit qu'après être descendue du bus, il faut quand même encore un petit peu marcher à travers quelques rues pour enfin arriver aux différents immeubles où elle habite. Elles arrivent toutes les deux enfin à leur appartement. Quand ils ont vu qu'au loin, devant chez elles, il y avait une vieille dame, une grand-mère, assise juste devant leur appartement. Déjà, il faut savoir qu'elle les avait vus arriver de loin, et elle leur souriait. Il faut savoir que son sourire et son regard n'a jamais quitté la mémoire de Maya, tellement il était terrifiant. Et il faut savoir aussi que j'ai oublié de mettre mes néons en rouge. Et ça, c'est plutôt ennuyant. Je pense que c'est déjà un petit peu mieux. Merci. Je ne sais pas pourquoi, mais Maya nous mentionne qu'elle ne voyait pas une once de sincérité dans son sourire, ou bien même d'âme en elle. Carrément. Il faut juste savoir aussi que cette vieille dame avait un gros sac poubelle avec elle, qui avait l'air assez lourd. Bien évidemment, Maya ne comptait pas s'adresser à cette personne. Mais la vieille dame a quand même arrêté sa maman, en lui demandant si elle ne connaissait pas un bon avocat. Là, ça devient un peu suspect. Bien évidemment, la maman de Maya ressentait bien que c'était pas une situation normale. Et elle essayait tout simplement de dire qu'elle ne connaissait pas d'avocat,
et de faire son chemin. Et la mamie a continué à parler avec la maman en lui disant des mots qu'elle n'est pas prête d'oublier. Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas un bon avocat? La police m'accuse d'avoir tué mon mari. Il est mort. Et en plus de ça, il m'accuse. À ce moment-là, Maya et sa mère se sont regardées en mode... Attends, est-ce que j'ai bien entendu ce que je Ouais, je crois bien, ouais. Sa maman a essayé de lui dire calmement « Je suis vraiment désolé, toutes mes condoléances. Ça doit être vraiment difficile. » Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Et là, la grand-mère a commencé à radoter en disant qu'on l'a soupçonné d'avoir tué son mari, et tout ça en pleurant. Enfin, d'après Maya, elle faisait semblant de pleurer. Elle plissait les yeux sans qu'aucune larme ne sorte. Et Maya nous dit qu'elle pouvait clairement voir que c'était un acting foireux. Elles ont réussi d'une manière ou d'une autre à finir la conversation et elles ont un petit peu accéléré le pas pour vite rentrer chez elles. Aussitôt la conversation finie, la vieille femme a arrêté de faire semblant de pleurer. Et elle a repris ce même sourire que Maya qualifierait De diabolique. J'ai oublié de vous préciser qu'au tout début de leur rencontre, la vieille femme leur avait demandé s'ils ne savaient pas où elle pouvait trouver un grand sac poubelle, voire une grande poubelle ou un conteneur. Quelque chose du style, pour qu'elle puisse se débarrasser de son sac poubelle. Là-dessus, Maya et sa mère ont directement pensé qu'il pourrait s'agir du corps du mari. Mais elle ne voulait pas se précipiter ou se mettre dans des états pour rien. Ou pire, se mettre en danger. Et donc la vieille femme est restée assise, toute seule, là, sur le banc, en regardant et en souriant en passant. Mais une chose les inquiète malgré tout, c'est que cette personne âgée arrêtait les enfants qui rentraient de l'école primaire pour rentrer chez eux, dont un de leurs voisins, qui leur a clairement dit que cette personne lui faisait giga peur. Bien évidemment, et je pense que c'est une bonne idée, Maya et sa maman ont appelé la police et ont expliqué l'histoire au téléphone. Les policiers se sont donc rendus à cette école et se sont dirigés vers le banc où se trouvait la mamie. Et quand elle les a vus arriver, elle s'est levée, elle a pris son sac de malheur et a tenté de partir. Mais les policiers lui ont dit de s'arrêter et ils lui ont expliqué pourquoi ils étaient là. S'en est suivi une scène inimaginable. Elle a clairement modifié toute l'histoire qu'elle avait racontée à Maya et à sa maman, en disant qu'elle parlait de son père, qu'elle parlait voire même de son frère, bref, des mensonges incompréhensibles qui n'ont aucun rapport avec le fait qu'elle recherchait un avocat pour lutter contre l'accusation du meurtre de son mari. Aucun rapport. Maya nous dit qu'elle voyait de loin que la mamie mettait son sac derrière son dos, peut-être dans l'espoir que les policiers ne le voient pas. Après quelques minutes, la personne âgée est retournée s'asseoir et a mis le sac poubelle juste derrière le banc. Il faut juste savoir que les policiers ont juste discuté et rigolé avec cette mamie. Et ils sont repartis, sans rien avoir fouillé. Il faut savoir qu'une fois que les policiers sont partis, elle s'est instantanément levée et à son tour, elle est aussi partie mais dans le sens contraire. Et Maya nous dit qu'elle ne l'a plus jamais revue. Maya nous dit que c'était la première et la dernière fois qu'elle avait vu cette femme. Mais il faut savoir que Maya n'a jamais oublié son vieux sourire maléfique, son regard noir et surtout sa manière de fuir et de manipuler les policiers. Soit cette grand-mère avait un problème psychologique, ce qui pourrait être quand même rassurant dans ce cas-ci. Soit elle n'avait aucun problème. Et on pourrait dans ce cas donc se demander qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac poubelle. L'histoire de Théo s'est passée en février 2022, c'est donc très récent. Théo et son pote venaient tout juste d'avoir 16 ans. C'était un vendredi, et Théo venait de finir son entraînement de football dans un club de sa ville, vers plus ou moins 20 h. Sauf que ce soir-là, Théo et son pote avaient décidé de rester un petit peu plus longtemps pour un peu s'entraîner avec les U18. Du coup, à deux, ils sont sortis du stade vers 21h15. Ils nous précisent qu'ils habitaient dans le même quartier et que celui-ci se trouvait à environ 25 minutes de marche. Et que malheureusement ce soir-là, le bus avait 1 heure de retard. Du coup, ce soir-là, ils ont pris la décision de rentrer à pied. Ils commencent à marcher et ils parlent de tout et de rien. Sauf qu'au bout de quelques minutes, Théo ressentait un très mauvais pressentiment. Il avait l'impression qu'ils étaient suivis. Théo nous dit qu'il avait entendu un bruit derrière eux, comme des bruits de pas. Alors que logiquement, il n'y a personne vu que derrière eux, il y a une forêt. Du coup, Théo se dit qu'il doit faire quelque chose car il n'aime vraiment pas ce pressentiment.
Là-dessus, Théo prend son téléphone dans le but de faire un snap. Mais ce petit génie, il n'a pas ouvert Snap pour faire une photo de lui. Il a bel et bien ouvert Snap dans le but de se filmer. Mais pas que. De se filmer et de voir ce qui se passe derrière lui. C'est un putain de crack ce gars. Soudain, Théo a été surpris et mort de peur quand il a vu dans la vidéo que quelqu'un était bel et bien derrière eux. Un homme habillé tout en noir qui tenait un couteau dans sa main. Comprenant la gravité de la situation, Théo décide d'envoyer la vidéo à son pote qui se trouve juste à côté de lui, en lui disant de ne pas se retourner, pour ne pas trahir le fait qu'il sache qu'il est derrière eux. Tout en message, ils ont décidé d'établir un plan. Ils se sont dit qu'ils devaient se séparer au prochain carrefour. Lui à gauche et Théo à droite. Dans ce cas, la personne qui les suivait aura donc deux choix. Soit il arrête de les suivre, soit il suit l'un des deux. Dans le deuxième cas, celui qui n'était pas suivi devait immédiatement appeler la police pour sauver l'autre. Du coup, quand le moment arrive de se séparer, l'homme ne bouge plus. Comme s'il réfléchissait pendant une dizaine de secondes. Et l'homme commence à suivre son ami. Théo le prévient immédiatement par message pour lui dire que l'homme est à sa poursuite. Et ensuite, Théo appelle immédiatement la police comme il était convenu. Théo les prévient de la situation et la dame au téléphone leur avertit que la police sera là dans 5 minutes et qu'il fallait rester en ligne. Théo prend la décision de suivre l'homme qui les suivait, et pour le coup, son ami, pour lui assurer qu'il ne lui arrivera rien. Au bout de 3 minutes, ils entendent les sirènes de la police. Heureusement, cela a suffi pour que l'homme parte en courant. La police est arrivée et Théo et son pote ont fait leur déclaration. Et entre-temps, leurs parents les ont rejoints. Malheureusement, ils n'ont pas eu des nouvelles de cet homme malgré toutes les recherches de la police. Du coup, depuis cette nuit-là, Théo se pose les mêmes questions encore et encore. Que se serait-il passé si Théo n'avait pas entendu les bruits de pas? S'il aurait fait passer son instinct en second plan? Si l'homme n'avait pas attendu 10 secondes avant de choisir sa cible? Si la dame de la police ne les avait pas crus? Si l'agresseur avait un complice au lieu d'être seul? Et surtout, pourquoi le mec les a suivis? Vous n'allez quand même pas me dire que ces deux ados ne sont pas des génies? La strate de ouf qu'ils ont mis en place sous pression et à seulement 16 ans? Vraiment, chapeau à eux. Léa était babysitter. Plus maintenant, suite à l'histoire que je vais vous raconter. Elle gardait un petit garçon d'environ 10 mois. Un bébé, quoi. Elle lui donnait à manger, changeait ses couches et s'apprêtait à le mettre au lit. Quand soudain, dans sa vision périphérique, elle a eu l'impression d'avoir vu une silhouette humaine passer par la fenêtre de la cuisine. Mais sans trop de pression. Léa se dit que c'était très probablement son imagination ou bien le vent ou les orages. Car ouais, il faisait un temps de chien dehors. Elle ne s'en préoccupe pas plus que ça et décide d'aller mettre le bébé au lit. Comme prévu, elle descend les escaliers car la chambre du bébé se trouve à l'étage et elle se met à ses occupations. Environ 5 minutes plus tard, elle entend le bébé pleurer. Rien d'alarmant, c'est un coup classique chez les bébés. Rien d'anormal. Elle entre dans la chambre et là elle s'aperçoit que le bébé est nu, avec sa peluche d'ours en main. Le bébé est nu dans son lit, alors qu'il avait bel et bien un pyjama. Dans un premier temps, Léa ne comprend pas. Elle remet son pyjama, le remet au lit et redescend et reprend ses occupations. 5 minutes plus tard, rebelote, le bébé pleure, elle monte, elle rentre dans la chambre, le bébé a à nouveau réussi à retirer son pyjama, elle le rhabille, elle redescend et elle reprend ses occupations. Et cette histoire se répète 2 ou 3 fois. Mais au bout d'un moment, plus aucun pleur. Le bébé a visiblement réussi à s'endormir. Jusqu'au moment où le téléphone s'est mis à sonner. C'était la maman du bébé qui téléphonait pour savoir comment ça se passait. Alors là, Léa lui explique la situation, que dès qu'elle sort de la chambre, le bébé se met à pleurer, qu'il retire son pyjama, mais qu'après de nombreuses tentatives, finalement, il a réussi à s'endormir puisqu'il ne pleure plus. Là-dessus, la maman lui dit que son bébé est très facilement perturbé, qu'il suffit qu'un jouet ou un meuble de sa chambre ait un tout petit peu bougé pour qu'il ait peur, qu'il panique et se mette à pleurer. Mais en revanche, elle reste très étonnée de sa réaction à retirer son pyjama. Car ce n'est qu'un bébé, et que logiquement et habituellement,
il ne sait pas retirer son pyjama tout seul. Là-dessus, Léa lui dit qu'elle n'a rien touché à la chambre, vu qu'elle a passé toute la soirée avec le bébé dans le salon, et qu'elle n'avait pas été dans la chambre. Elle lui dit qu'il y a tous ses jouets un peu partout par terre, qu'il y a son espèce de trotteur au centre de la pièce, et quelques ballons par-ci par-là, mais que finalement le bébé s'est endormi avec sa peluche dans les bras. Et là, la maman lui dit d'un ton très ferme « La peluche? Quelle peluche? » Et là, Léa lui répond « Bah oui, la peluche. Le petit ourson. » Et là, la mère lui crie soudainement « Cours! Cours! Prends mon bébé et cours !» Alors là, Léa panique de dingue, elle prend le bébé comme la maman lui a dit et elle quitte immédiatement la maison, toujours avec la maman au téléphone. Une fois dehors, Léa revoit l'ombre humaine se promener sur le trottoir et disparaître dans le coin de la rue. Léa dit alors à la maman au téléphone « Je comprends pas. Pourquoi vous avez voulu que je quitte la maison comme ça ?» La mère hésite et elle met un certain temps avant de répondre. Mais finalement, elle lui dit ceci. « Léa, Carlos n'a pas de peluche. » L'histoire de Lucie lui est arrivée quand elle avait 21 ans, juste après une tentative de suicide avec des médicaments. Lucie s'est réveillée à l'hôpital au beau milieu de la nuit, et une infirmière était là pour lui dire qu'elle devait remplacer son intraveineuse. Lucie nous dit que l'infirmière avait piqué 2-3 fois dans son bras, mais n'avait touché aucune veine, à croire que l'infirmière était une débutante. Alors là-dessus, Lucie lui a demandé si un autre infirmier pouvait pas le faire. L'infirmière lui a répondu sèchement que non, et que c'est elle qui allait continuer à la piquer. Pendant qu'elle faisait cela, elle poussait et agitait les aiguilles sous sa peau en disant qu'elle essayait d'obtenir la veine. Mais l'infirmière enfonçait l'aiguille de manière très aléatoire, comme si elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait. À la 7e ou 8e piqûre, l'infirmière lui dit très clairement qu'elle essayait intentionnellement de lui faire du mal. Et là, Lucie lui demande pourquoi elle fait ça, et lui demande d'arrêter car elle commençait vraiment à avoir mal. Et l'infirmière lui répond juste que c'est de sa faute si elle est là. Bien évidemment, Lucie était beaucoup trop faible pour riposter. Et en plus de ça, c'était au beau milieu de la nuit. Il n'y avait donc personne autour d'elle pour appeler à l'aide. Lucie nous dit qu'elle ne sait pas du tout le nombre de fois que l'infirmière a essayé de la perforer. Le lendemain matin, Lucie était toujours aussi shootée que la veille. Mais cette fois-ci, c'était une autre infirmière qui était venue changer son intraveineuse. Et là, l'infirmière a été horrifiée. Tout simplement parce qu'elle lui a dit qu'elle n'avait jamais vu une aiguille aussi grosse utilisée sur un patient dit vivant. À croire que l'épaisseur de l'aiguille était véritablement énorme et qu'en aucun cas elle était faite pour une intraveineuse. Lucie nous dit que beaucoup de gens disent que ce n'est pas très grave ce qui lui est arrivé. Tout ça parce que elle va bien et elle n'a pas été blessée. Et cette manière de voir les choses la rend complètement malade. Et moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec Lucie, car ce qu'elle a vécu est sans aucun doute une agression. Mais c'est parce qu'elle nous dit qu'on ne réalise pas ce que c'est d'être seul, shooté, impuissant, et qu'en plus de ça, la personne qui était censée s'occuper d'elle ne voulait en fait juste lui faire souffrir encore plus. Si tu es resté jusqu'ici, déjà je te remercie, vraiment. Et en plus de ça, tu vas pouvoir découvrir comment 2 jeunes ados ont réussi à piéger leur agresseur. Il faut juste savoir que si tu vois quelques gouttes de transe sur mon visage, c'est pas parce que j'ai peur, mais c'est bien parce qu'il fait 57 degrés dans cette pièce. Et je vous propose de directement passer à l'histoire de Théo. C'est parti. À ce moment-là, Anna avait plus ou moins 20 ans, et elle vivait un épisode dépressif assez important. En ayant conscience et en sachant qu'elle allait avoir beaucoup de mal à sortir de sa dépression toute seule, elle avait accepté la proposition de sa psychiatre, et de se faire interner dans une clinique psychiatrique privée. Pour vous décrire la clinique rapidement, elle était surtout spécialisée dans la gestion des pathologies dépressives. Du coup, ce qui était parfait pour Anna. Il faut savoir qu'elle n'était pas du tout enfermée, elle pouvait aller n'importe où dans l'établissement où elle souhaitait. Elle avait diverses activités intéressantes où elle pouvait participer, et elle avait des rendez-vous journaliers avec des psychologues. En bref, pas de fou furieux prêt à poignarder le premier venu avec un couteau en plastique. C'est ça que je veux dire. Anna nous dit quand même qu'elle a passé 3 semaines dans cette clinique et a rencontré quand même pas mal de personnes. Comme par exemple un groupe de 3 mecs, très gentils et très bienveillants envers elle.
qu'il intégrait toujours dans leurs discussions. Mais ce groupe la mettait quand même souvent en garde par rapport à un garçon, un certain Axel, qui traînait toujours seul dans la clinique et qui n'avait aucun ami. Anna, étant de nature curieuse et facilement empathique, bien évidemment, commence à s'intéresser à lui. Elle apprend qu'il serait ici déjà depuis plus d'1 mois, et qu'il n'avait toujours parlé à personne. Tout ce qu'on sait à propos de ce garçon, c'est que malheureusement il a été interné de force, pour cause de dépression, d'envie suicidaire et d'alcoolisme. On n'a pas plus d'informations à propos de ce type, mais en gros si ça ne tenait qu'à lui, il aurait jamais mis les pieds dans la clinique. Personnage plutôt intéressant, mais quand même flippant. Malgré tout, Anna décide quand même d'aller lui parler, car elle ne supporte tout simplement pas de voir les gens seuls et isolés. Au final, Axel a l'air plutôt sympa, il lui fait même rire, et en plus de ça, ils se rendent compte qu'ils aiment les mêmes goûts musicaux. Incroyable. Et ça leur donne quand même des points communs. Et pour le coup, ils commencent à discuter de plus en plus, et finalement commencent à traîner ensemble. Et une certaine routine s'installe. Et dans cette routine, le soir vers 21 h, Axel raccompagne Anna dans sa chambre, puis va dans la sienne pour passer la nuit. Et ce schéma va se répéter tranquillement pendant 2 semaines, jusqu'à ce fameux soir. Il la raccompagne jusque dans sa chambre, comme d'habitude. Et ensuite, il retourne dans la sienne, avant la ronde des infirmiers qui viennent surveiller si tout le monde est bien dans leur chambre. Et là, Anna, elle commence à fermer les yeux. Quand soudain, elle entend sa porte s'ouvrir tout doucement. Et à ce moment-là, elle était dos à la porte. Et donc, il était impossible pour elle de voir qui a ouvert la porte. Là, bien évidemment, Anna se dit que c'est très probablement une infirmière qui vient voir si tout va bien et qu'elle va sans doute très rapidement refermer la porte. Sauf qu'elle entend un léger grincement des lattes de parquet qui mène jusqu'à son lit. Comme si quelqu'un marchait sur la pointe des pieds pour arriver juste devant son lit. Et cette personne semblait être en chaussettes, car en aucun cas on entendait le bruit de chaussures. Bien évidemment, à ce moment-là, le cœur de Anna commence à s'accélérer. Mais elle nous dit qu'elle reste relativement calme et se sent quand même en sécurité. En effet, et c'est vrai que Anna se dit quand même qu'elle se trouve dans une structure médicale très bien surveillée et que rien ne peut lui arriver. C'est vrai. Et que ça ne va pas durer très longtemps. Mais en même temps, il y a quand même cette petite voix dans sa tête qui lui souffle « Tu es dans une clinique psychiatrique. Quelqu'un ouvre la porte de ta chambre en pleine nuit et s'approche de toi sans faire de bruit. Est-ce que tu es vraiment sûr d'être en sécurité ?» Et là, son cœur s'accélère. Bien évidemment, elle garde les yeux fermés et continue de faire semblant de dormir. Et à partir de ce moment-là, elle commence à entendre le bruit, le son d'une respiration qui est plutôt lourde. Une respiration essoufflée, juste devant son lit. Elle a peur. Bien évidemment, Anna a complètement peur. Pourquoi et à quel moment une infirmière la regarderait dormir? On se pose bien la question. Et surtout, il faut savoir que l'odeur de la respiration sent légèrement l'alcool. Pourquoi une infirmière sentirait l'alcool? On peut se poser la question. Et le son de cette respiration lui semble durer une éternité. Elle se fait tous les scénarios possibles et inimaginables. Et en attendant, derrière elle, il y a toujours cette présence inquiétante qui ne s'en va pas. Et c'est à ce moment-là qu'elle entend la porte de sa chambre se refermer. Mais le petit problème, c'est qu'Anna n'avait pas entendu les grincements de parquet lui indiquant que la personne qui la regardait était sortie de sa chambre. Dans ce cas, qui a fermé la porte? Est-ce qu'Anna est réellement seule dans sa chambre à ce moment-là? Et à ce moment-là, Anna nous dit qu'elle entend à nouveau la respiration. Une lourde respiration, mais cette fois-ci, un peu plus étouffée. Par l'endroit d'où elle entend la respiration, Anna comprend immédiatement que la personne venait de se cacher juste en dessous de son lit. Par conclusion, on peut comprendre que c'était une infirmière qui venait de fermer la porte de sa chambre en voyant que sa porte était grande ouverte en pleine nuit. Anna en est clairement persuadée. Il y a bel et bien quelqu'un juste en dessous de son lit et elle est morte de peur. Elle est complètement pétrifiée par la peur. Mais Anna décide quand même de ne rien faire. Et elle attend que cette personne s'en aille d'elle-même. Pour Anna, il est inconcevable de mettre les pieds au sol,
en sachant qu'à tout moment, quelqu'un peut attraper ses pieds. Et si elle crie, rien ne lui garantit que le personnel l'entendra ou bien même arrivera dans les temps pour la secourir. Au bout de ce qui lui semble être une éternité, Anna a à nouveau entendu un grincement de parquet. Un grincement qui s'éloignait directement en direction de la porte. Et là d'un coup, un gros claquement de porte. Normalement, elle était à nouveau seule dans sa chambre. Mais par sécurité et par peur, Anna n'a pas bougé de la nuit. Et par conséquent, elle n'a pas du tout dormi. Elle a su le lendemain matin qu'Axel avait disparu de sa chambre. Et que des rondes avaient été effectuées durant toute la nuit pour tenter de le retrouver. Les infirmiers avaient cherché dans toutes les chambres et même dans le jardin extérieur pour tenter de le retrouver. Mais aucune trace de lui. À savoir qu'une clinique psychiatrique privée n'est pas du tout la même chose qu'un hôpital psychiatrique. Si les patients veulent partir, rien ne les empêche de s'en aller. Quand Anna a expliqué à sa psychologue ce qui lui était arrivé cette nuit-là, lors de son rendez-vous journalier, sa psychologue l'a tout de suite rassurée en lui disant que c'était possible que les médicaments lui auraient rendu paranoïa et qu'elle n'avait rien à craindre ici. Mais il faut savoir que Anna n'a plus jamais revu Axel. Et personne de son entourage ne sait ce qui lui est arrivé. Elle ne pourra jamais être sûre à 100% que c'était Axel qui s'était faufilé dans sa chambre cette nuit-là. Ni même si c'était la première fois. La seule chose que Anna a appris par la suite, par un vieux patient de la clinique qui était là depuis très longtemps, c'est que ce n'était pas la première fois que Axel était interné dans la clinique. Chose que Axel n'avait jamais mentionné à Anna lorsqu'ils parlaient ensemble. Anna est partie de la clinique seulement 3 jours après cet épisode, et aujourd'hui, elle se sent très bien psychologiquement. Mais elle s'est rendue compte qu'il avait complètement refoulé et effacé cette nuit-là de sa mémoire. Comme quoi, le cerveau est quand même très bien fait. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, de cette compilation qui reprend 8 threads d'horreur. N'hésite pas à me dire laquelle de ces histoires t'a le plus fait flipper. Tu peux également lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo si t'as aimé le concept et que tu veux revoir d'autres compilations. Tu peux également partager cette vidéo à ton entourage dans le but de les prévenir de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer les amis, je te propose de t'abonner juste ici sans oublier la petite cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.